L'honneur et le plaisir d'assister aujourd'hui à la thèse de M. Montassar Kamassi portant sur l'optimisation d'un système polyarticulé imparfait. Donc, M. Kamassi, vous aurez donc 3 quarts d'heure pour nous exposer votre travail, suite à quoi l'ensemble des membres du jury vous poseront un certain nombre de questions et échangeront avec vous. Je vous laisse la parole dès que vous êtes prêts. Oui. Bonjour, aujourd'hui je vous présente le plaisir de vous présenter mes travaux de thèse. Ils s'intitulent Optimisation d'un système polyarticulé imparfait, méthode numérique et physique d'aide à la convergence sur le design de vannes multivoies. Ma thèse s'intègre dans le cadre d'une coopération industrielle avec l'entreprise Manuel et dans le cadre d'une coopération scientifique avec le laboratoire d'ingénierie de système de Versailles. Elle était cofinancée d'une part par Naval Aglo et de l'autre part par Manuel. Alors ma thèse présente un caractère confidentiel. De ce fait, les courbes qui seront présentées seront normalisées à leur valeur maximale. Alors je vais commencer ma présentation par une présentation générale du contexte et des problématiques de la thèse. Après, je vais vous parler des 3 grands chapitres de la thèse qui sont la modélisation multiphysique, la validation expérimentale et l'optimisation. On va finir par suite par des conclusions et des perspectives. Commençons par la présentation du contexte de la thèse. Alors, le pétrole est la première ressource énergétique dans le monde qui satisfait jusqu'à 32% de nos besoins énergétiques. Et il reste toujours la première énergie utilisée dans le domaine du transport avec plus de 90% de la consommation de l'énergie finale. La consommation de pétrole ne cesse d'augmenter. En effet, le EIA, le Energy Information Administration, estime que la consommation du pétrole en 2015 était de 94 millions de barils par jour et prévoit que cette consommation continuera à augmenter de 1,4 million de barils par jour pour les années à venir. Alors, la demande mondiale du pétrole pour le secteur du transport était de 56% pour l'année 2015, dont 12% étaient demandés par les secteurs aéronautiques, maritimes et ferroviaires et 44% étaient demandés par le transport routier mondial. La question qui se pose à ce stade, c'est quelles sont les problématiques induites par l'augmentation de la consommation dans ce secteur. Alors, la pollution automobile est un phénomène inévitable. En effet, le fonctionnement des moteurs à combustion interne est toujours accompagné de dégagement de gaz polluants issus de la combustion des carburants, tels que les oxydes de carbone, monoxyde, dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et les particules fines. Ces gaz ont des effets néfastes sur l'environnement. On peut ici parler des changements climatiques, de l'élévation du niveau de la mer, et d'une façon générale, les polluants atmosphériques ont des lourds impacts sur les cultures et les écosystèmes. Tout ça sans parler de l'effet de ces gaz sur l'être humain. En effet, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'entre 2030 et 2050, il y aura 250 000 décès supplémentaires par an dus à ces changements climatiques. Alors, pour faire face à ça, les gouvernements imposent des réglementations et des normes de plus en plus strictes, telles que la norme européenne qu'on peut voir ici à droite. À titre d'exemple, à partir de 2020, avec la nouvelle réglementation européenne, le Euro 6.d, une pénalité sera imposée sur les constructeurs automobiles de 95 € sur chaque gramme de CO2 émis par kilomètre, et c'est pour chaque véhicule immatriculé. Alors, une solution qui semble évidente ici pour réduire les émissions, c'est de commencer tout d'abord par réduire la consommation. Alors, pour faire ça, et depuis nombreuses années, nous avons commencé à travailler sur, par exemple, la traînée aérodynamique. On a essayé de réduire la traînée aérodynamique sur la carrosserie. On a essayé de réduire la masse avec des nouveaux matériaux composites ou des alliages métalliques légers. Mais dans le cadre de cette thèse, on s'intéresse plutôt à l'amélioration de l'efficacité du moteur à travers la gestion thermique ou le thermomanagement. Et plus précisément, on s'intéresse à la régulation de la température du liquide de refroidissement avec des vannes électriques commandées, une solution active qui remplace la solution passive d'un thermostat à cire. Alors,
petite parenthèse, comment se fait la réduction de la consommation en thermomanagement? En effet, en thermomanagement, on essaie toujours d'assurer la bonne température de fonctionnement, ce qui va réduire la viscosité de l'huile et va réduire par suite les frottements dans le moteur. C'est ce qui va réduire finalement la consommation. Deuxième volet sur lequel on travaille, c'est le préchauffage rapide. En effet, il est estimé que pour les courts trajets, 80% des émissions de CO et d'oxyde d'azote sont émises pendant les 200 premières secondes d'un démarrage à froid. D'où l'intérêt de raccourcir ou réduire cette période et de monter rapidement en température. C'est ce qu'on vous montre ici à droite, une petite comparaison entre une solution active de thermomanagement et une solution passive. Alors, dans ce cadre, Manuel introduit l'ActValve, acte pour dire Active Cooling Thermal Management Valve, qui est un système mécatronique capable de gérer les flux de refroidissement dans un véhicule à combustion interne. Alors, elle se trouve sur la culasse du bloc moteur et plus précisément à la sortie de l'eau chaude du bloc. Elle permet ainsi d'aiguiller les flux de refroidissement dans les branches hydrauliques de refroidissement du véhicule, telles que la branche radiateur, la branche cabinéteur ou même la branche bypass. Il permet aussi d'instaurer un contrôle stratégique du débit et de la température de ce liquide. En effet, en appliquant une gestion thermique optimale, on arrive à réduire la consommation, réduire les émissions et assurer le confort thermique des passagers. On arrive à réduire la consommation de moyenne 2,3%. Alors, l'ActValve, le cœur de l'ActValve se compose ainsi d'une came combo à profil axiaux, entraîné par un servo moteur électrique 12 volts DC. Alors, la rotation de la came entraîne à son tour la translation verticale des soupapes qui ouvrent et ferment les circuits hydrauliques. Alors, le concept de base de l'ActValve consiste à utiliser une seule soupape par branche hydraulique à contrôler. On peut parler ici d'une soupape radiateur, soupape cabinéteur ou même soupape bypass. Le concept de base ici consiste à utiliser une seule came pour toutes les soupapes, avec une piste spécifique pour chaque soupape. Les soupapes reproduisent la forme géométrique du profil de la came et reproduisent ainsi un séquencement de contrôle. C'est ce que nous appelons une stratégie thermique. Voilà. Passons maintenant aux problématiques de la thèse. L'ActValve est fabriqué par assemblage de composants thermoplastiques injectés, ce qui donne forcément lieu à des tolérances géométriques de fabrication, à la déformation aussi et à l'usure sur toute sa durée de vie. D'où l'intérêt d'intégrer ces imperfections dès l'étape de la conception. En se basant sur des retours de l'entreprise, on estime que l'actionneur électrique est surdimensionné et que, en effet, le couple résistant à cet actionneur est fortement lié à la géométrie de la came. D'où l'intérêt aussi d'essayer de trouver des manières pour réduire le couple résistant. Les constructeurs automobiles proposent des volumes d'intégration réduits. Et aussi, les autres solutions concurrentielles à l'ActValve sont moins volumineuses. De ce fait, on souhaite aussi réduire l'encombrement, le packaging, le volume total de l'ActValve, toujours sans compromettre le fonctionnement. Alors, comment on souhaite le faire? C'est à travers la démarche qu'on a proposée, c'est de commencer tout d'abord par construire un modèle multiphysique qui est capable, dans un premier temps, de simuler le fonctionnement de l'ActValve dans son environnement, dans un deuxième temps, d'introduire des imperfections liées au process de la fabrication pour voir le comportement de l'ActValve vis-à-vis ces imperfections, et qui peut être une première brique d'échange entre les métiers de la conception au développement l'ActValve. Sur la base de ce modèle, on souhaite aussi commencer des études de sensibilité qui permettent de reconnaître les paramètres physiques qui influent fortement la conception de l'ActValve. C'est ces paramètres qu'on va injecter par suite dans une phase de validation expérimentale
qui consiste à construire un banc expérimental et de mener des essais expérimentaux. Une troisième phase finale sera l'optimisation, dans laquelle on va essayer de réduire le couple résistant, on va essayer de réduire l'encombrement, le volume total de cette vanne. Passons à la modélisation multiphysique. Alors, le modèle multiphysique et la modélisation était la première étape la plus importante de notre travail. Elle était construite sur la plateforme numérique MATLAB Simscape Simmechanics et qui est composée de 4 modèles, un modèle mécanique, un modèle hydraulique et 2 sous-modèles locaux d'usure et de contact. Tout commence avec le modèle mécanique qui calcule les positions des soupapes et les levées de soupapes et transmet cette information au modèle hydraulique qui, lui, calcule les chutes de pression et retransmet cette information au modèle mécanique afin de calculer le couple résistant sur l'actionneur en boîte verticille. Alors, il faut aussi dire que les chutes de pression calculées au niveau du modèle mécanique, du modèle hydraulique, sont aussi liées au régime moteur. Le modèle local de contact, qui lui est intégré dans le modèle mécanique, reçoit comme information d'entrée les propriétés matériaux et la géométrie du contact mise en jeu. Le modèle local d'usure, qui lui est dissocié du modèle mécanique, utilise les charges normales calculées au niveau du modèle mécanique pour calculer les nouvelles levées après usure, afin de calculer finalement le couple sur l'actionneur après usure. Alors pour le modèle mécanique, l'hypothèse du modèle mécanique stipule que tous les mouvements, les balancements de la soupape se font dans un plan qui est le plan du profil de la came déployée. Ce qui nous a permis entre autres de construire ce que nous appelons le modèle paramétré de la soupape unité, qui est un modèle générique paramétré où toutes les distances, les angles et les dimensions sont contrôlables et modifiables. Les liaisons aussi sont accessibles et modifiables. Alors cette propriété est très importante et elle sera très utile après pour les études de sensibilité et pour la partie de l'optimisation. Alors les informations ou les sorties qui nous intéressent dans ce modèle, c'est tout d'abord le couple résistant et la levée, qui est la distance qui est la translation verticale de la soupape de son siège avec une position complètement fermée jusqu'à son ouverture complète sur le plateau. Le couple est mesuré ou déterminé à travers, calculé en fonction du couple sur le joint torique, du frottement, de l'angle alpha de la montée de la came, du rayon du piste de la came et bien sûr en fonction de la force exercée par la soupape sur la came, qui est une force qui est une somme d'une force mécanique produite par la compression des ressorts, une force hydraulique imposée due aux chutes de pression. La simulation mécanique a été confrontée, en rouge, a été confrontée à des résultats expérimentaux provenant de l'entreprise manuelle. C'est ce que nous a donné une première validation de nos hypothèses mises en jeu. Alors les pics que vous voyez ici sur la simulation sont d'origine numérique due à la bibliothèque de contact mise en jeu. Alors pour le modèle hydraulique, en effet, la contribution de l'effort hydraulique dans le couple résistant est très importante. Elle peut atteindre jusqu'à 80% pour certains régimes moteurs. Le modèle hydraulique utilise les levées calculées au niveau du modèle mécanique pour calculer les détapés ou les chutes de pression nécessaires au calcul du couple sur l'actionneur. Alors, notre modèle hydraulique est composé tout d'abord par une pompe à eau dont la pression au niveau de ces bornes est calculée en fonction du régime moteur et du débit de l'eau qui passe à travers cette pompe. Dont aussi les caractéristiques techniques sont implémentées dans le bloc en bleu clair ici. Alors les conduites, les échangeurs, les radiateurs sont considérés comme des résistances hydrauliques AI et sont
ils sont décrits par la formule, par l'équation en régime turbulent qu'on peut voir